Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette e-conférence qui va se consacrer aux aspects économiques et aux inégalités sociales engendrées par la crise du coronavirus. On est dans un cycle de conférences de l'Uni de Genève où il y a 3 conférences. Il y en aura une sur l'environnement et une autre sur la psychologie également, qui auront lieu les 23 et 25 juin. Pour cette conférence, nous aurons 45 minutes durant lesquelles je vais débattre avec 2 professeurs de l'Université de Genève et de HEG Genève. Et ensuite, on aura 15 minutes de questions avec les participants sur Zoom. Alors, comment poser des questions sur la plateforme Zoom? Vous pouvez simplement cliquer sur l'icône de chat Q&A sur votre plateforme Zoom. Moi, je vais recevoir les questions et je pourrai même les poser aux 2 professeurs pendant la discussion, si elles s'insèrent dans la discussion. Alors, merci beaucoup de votre présence. Je commence par présenter nos 2 interlocuteurs. Alors, d'abord, le professeur Giovanni Ferro-Luzzi, professeur à la faculté d'économie et de management de l'Université de Genève, GSEM, mais aussi professeur d'économie à la HEG Genève. Vous vous spécialisez dans le marché du travail, les discriminations, les inégalités, la pauvreté, ces thèmes-là. Et bienvenue au professeur Jean-Michel Bonvin, qui est professeur à la faculté des sciences de la société et il se spécialise dans les politiques sociales, l'emploi, la sociologie du travail et la théorie de la justice. Alors bienvenue, je crois qu'on va pouvoir bien aborder les conséquences économiques et sociales de la crise et je commence par une question à M. Bonvin. À votre avis, quelles sont les catégories socio-économiques les plus touchées par la crise? Par exemple, on a beaucoup entendu que les petits salariés, les indépendants avaient été particulièrement affectés, mais il y a aussi les mères célibataires, les travailleurs immigrés peu qualifiés, les jeunes, les retraités. On a parlé de la paupérisation des retraités, qui est une tendance un peu plus à long terme, mais tout de même. Et au sens plus large, les classes moyennes, comment pensez-vous qu'elles seront affectées? Est-ce que le Covid va aggraver, disons, les tendances qui préexistaient? Alors, c'est une question qui est complexe. Je pense que toutes les catégories que vous avez évoquées ont des situations qui sont un peu diverses. On ne peut pas dire que tous les membres de ces catégories vont être affectés au même titre. Donc, je dirais qu'il y a peut-être deux paramètres qui m'apparaissent comme étant très importants, qui ne concernent pas toutes les catégories d'ailleurs. Le premier paramètre, c'est peut-être la capacité à garder son emploi. On sait que les activités essentielles ont été préservées, que les activités qui pouvaient être exercées en télétravail ont été préservées pendant la crise du Covid. Et on sait que pour tout un pan de population qui est très important, à peu près 35 à 40% des personnes se sont retrouvées au chômage partiel ou au chômage technique. Donc, ils ont aussi gardé leur relation d'emploi d'une certaine façon, mais ces éléments-là n'étaient pas disponibles pour tout le monde. Il y a des classes qui n'ont pas réussi à préserver l'emploi, qui n'ont peut-être pas accès au chômage partiel ou au chômage technique. Donc, ces classes-là vont sans doute être plus affectées par les événements qui sont liés à la pandémie du Covid. On peut penser aux indépendants, pour qui il y a des aides spécifiques qui ont été mises en place, mais qui n'avaient pas accès au chômage technique. On peut penser aux sans-papiers, qui n'étant pas déclarés, n'ont pas accès à ce type de prestations. On peut penser aux personnes qui peut-être ont peur de demander des aides parce qu'ils se disent si on va demander de l'aide, on risque de perdre notre permis de travail ou notre permis de séjour ou ce genre de choses. Donc vous voyez, il y a toute la question de la capacité à garder son emploi qui est complexe et puis qui est diversifiée en fonction des situations des personnes. Puis il y a la question qui est sans doute plus importante et qui à long terme va poser plus de problèmes, de la capacité à accéder à un emploi. Et là, ça veut dire tous ceux qui ont perdu leur emploi et qui devraient en retrouver un. Et on sait que le nombre de places vacantes, le nombre d'offres d'emploi a dramatiquement baissé pendant cette période du Covid. On ne sait pas comment ça va reprendre, on ne sait pas si ça va reprendre dans tous les secteurs de la même façon. Dans certains secteurs, ça risque d'être plus lent, la reprise risque d'être beaucoup plus lente. Et puis peut-être un pan de population qui, moi, m'apparaît comme étant tout particulièrement préoccupant, c'est le secteur de la jeunesse, des primo-accédants à l'emploi, ou des apprentis, donc des personnes qui doivent trouver une formation et un contrat d'apprentissage, où je pense que là, la question risque d'être très très compliquée, puisque quand on a déjà de la peine à maintenir l'emploi, créer de nouveaux emplois, ouvrir de nouvelles opportunités d'emploi est quelque chose qui peut s'avérer complexe. Donc en tenant en compte tout ça, on voit qu'on est face à quelque chose qui est compliqué. Et donc il est difficile de répondre de manière tranchée, on va dire, à votre question. Cet aperçu. D'ailleurs, le chômage des jeunes, on sait qu'il est supérieur à la moyenne suisse. Et donc là, on peut effectivement suivre de près cette évolution. Donc, capacité à garder son emploi,
capacité à retrouver un emploi et surtout pour les primo-accédants à l'emploi. Merci. Professeur Feroluzzi, qu'est-ce que vous auriez comme remarque supplémentaire? Je dirais que tout ce qu'a dit Jean-Michel est tout à fait correct, hein, c'est ça qu'on va observer. Je dirais que peut-être ce qu'il faut commencer par préciser, c'est que la situation économique qu'on est en train de connaître aujourd'hui avec le Covid est quelque chose d'inédit. D'inédit parce qu'effectivement, une situation de confinement, avec des usines, des entreprises, des indépendants qui doivent fermer pendant une période de 2 à 3 mois, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment vu par le passé. Donc cette espèce de coma économique dans lequel on a plongé l'économie pour en quelque sorte faire subsister la vie des gens, hein, pour réduire les effets de la pandémie, eh bien, ont des effets très directs effectivement sur l'activité économique. Contrairement à toutes les autres crises économiques qu'on a eues par le passé, que ce soit des crises financières ou des chocs pétroliers, eh bien, c'est quelque chose d'assez graduel, en fin de compte. Même si vous avez une bulle financière qui éclate, en fin de compte, la perte de richesse financière peut être très importante et très substantielle, mais après, ça se diffuse de manière très lente dans l'économie. Idem, un choc pétrolier, c'est les coûts de l'énergie qui augmentent et qui vont, du coup, avoir des effets en cascade sur l'activité des entreprises et les dépenses des ménages. Dans la situation présente, on a quelque chose qui est comparable à ce qu'on a appelé l'économie de guerre, en fin de compte, où tout à coup vous avez une usine qui est détruite, un pont qui est détruit, et puis des secteurs de l'activité économique cessent vraiment leur production. Et donc ça, c'est un petit peu nouveau, et c'est ce qui fait, je dirais, quelque chose qui est, je dirais, la partie la plus inquiétante pour cette crise, puisque effectivement, on a vu tous ces secteurs qui ont été malmenés par la crise à des degrés divers. Donc c'est effectivement des personnes, des catégories socio-professionnelles différentes qui ont été impactées, comme ça a été très bien expliqué par Jean-Michel, mais c'est aussi des secteurs d'activité qui ont subi des effets très très différents pendant cette période. Ça, c'est l'aspect macroéconomique des Absolument. choses, mais il y a des gens, certainement des classes plus précarisées que d'autres, qui ont moins d'épargne, qui vont être plus touchés. Alors tout à fait. Donc il y a effectivement, comme l'a dit Jean-Michel, l'aspect garder un emploi, mais il y a surtout aussi dans cette crise du Covid l'aspect garder une source de revenus. On l'a vu de manière assez flagrante à Genève, où effectivement nombre de personnes travaillant dans l'économie domestique ont vu leur source de revenus disparaître du jour au lendemain, parce qu'effectivement, c'est de nouveau cet aspect un peu neuf de la crise économique, c'est que ces personnes ont été brutalement réduites dans leur activité, et donc sans revenus et sans forcément avoir le droit à des prestations sociales. Oui. Par conséquent, effectivement, là, c'est vraiment une question qui est beaucoup plus, pas seulement garder un emploi, mais garder un revenu. Donc, je dirais que pour une partie de la population, comme ça a été évoqué, c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans l'économie domestique et qui, a fortiori, peuvent être sans papier, eh bien, pour ces personnes, comme on l'a vu avec la caravane de la solidarité, ça peut être extrêmement brutal comme phénomène. D'accord. J'en profite pour vous poser des questions du public. On en a une. Peut-on prévoir des impacts positifs ou négatifs sur le secteur économique du développement durable durant la crise ou dans un futur proche ou à moyen terme? Donc le développement durable, est-ce qu'il pourrait bénéficier de cette crise? Parce que Madame Flavia, qui pose ces questions, demande s'il y a des opportunités pour les entrepreneurs. Le développement durable peut être un secteur qui peut se développer. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question que je trouve assez compliquée. Je pense que cette période d'arrêt de l'économie ou d'économie qui est mise à l'arrêt, ça a effectivement été une période qui peut aussi être une période de remise en question des manières qu'on a de procéder habituelles et peut-être d'un modèle économique, d'un modèle qui est basé sur la croissance, sur une consommation qui peut être très importante ou ce genre de choses. Mais en même temps, ce n'est pas nécessairement le cas. Vous voyez ce que je veux dire? L'économie est à l'arrêt, on peut se poser des questions, on peut réfléchir et on se retrouve face à un carrefour, face à un croisement. Est-ce qu'on veut revenir au statu quo ex-ante, ce qu'on a toujours fait, donc un modèle de croissance, de consommation, etc. Ou est-ce qu'on veut profiter de cette occasion pour peut-être réorienter les activités? Est-ce qu'il y a des opportunités concrètement, sachant que, bon, moi, de ce que j'ai lu, les investissements dans la transition énergétique, par exemple, ils ont au contraire ralenti pendant cette période. Alors, le développement durable, qu'est-ce que vous y voyez plutôt des possibilités de réunir des ressources pour y investir et pour créer plus d'activités dans ce domaine?
Moi, je pense qu'il y a une opportunité politique de remettre en débat des modes de consommation ou des modes de croissance auxquels on était habitué. Maintenant, toute la question est de savoir si on veut saisir cette opportunité pour aller dans cette direction. Les moyens peuvent être trouvés, je pense que oui, même si la situation est compliquée et puis que l'État se retrouve dans des situations d'endettement ou je ne sais quoi. Mais je pense qu'il y a un moment de remise en question qui est très très forte et qui peut intervenir à un moment de repolitisation, si on veut bien, ou de rediscussion politique de ce que doivent être les finalités de l'économie ou ce genre de choses. Je crois qu'il y a là une vraie opportunité. Je retiens que vous dites qu'il faut que le politique soit derrière. Ce n'est pas juste des investisseurs privés qui vont se réunir et dire on va faire du développement durable. Il faut quand même mettre les conditions cadres, voire faire des partenariats publics-privés, voire pour qu'il y ait des subventions à des investissements, des incitations à l'investissement. D'accord. Je passe assez vite parce que moi aussi j'ai beaucoup de questions. Donc à la question suivante, pour M. Ferroluzzi, à propos du pouvoir d'achat, les salaires des Suisses, du Suisse moyen, stagnaient déjà depuis quelques années, voire avec la reprise de l'inflation et reculé en termes réels. Est-ce que ça, le Covid va nous enlever encore un peu de pouvoir d'achat? Alors, je dirais malheureusement, pratiquement de manière presque automatique, mécanique. C'est-à-dire qu'effectivement, avec la crise du Covid, les salaires réels, comme vous l'avez dit, effectivement, ont subi déjà une certaine érosion, surtout à travers la hausse des prix, hein, mais même des fois de manière nominale. Ce n'est pas des grosses baisses, mais je dirais qu'effectivement, il y a un risque ici de voir, je dirais, ces salaires réels, en tout cas, pas progresser de manière très, très flagrante. Alors, pourquoi effectivement on peut avoir ces effets sur les salaires? Eh bien, simplement parce que par simple mécanique d'offre et de la demande sur le marché du travail, il va y avoir une suroffre de travailleurs qui vont se faire la concurrence, et les employeurs, dans une situation de crise économique, vont plutôt être, on va dire, frileux au recrutement. Donc ça crée une pression. Et ils vont être dans une logique d'économie aussi et de restructuration. Dans une logique d'économie, absolument. On risque de voir des licenciements qui vont suivre effectivement la période où les entreprises peuvent bénéficier des réductions d'horaires de travail. On va malgré tout probablement avoir des entreprises qui vont licencier des travailleurs, même si les RHT sont un dispositif extrêmement intéressant pour préserver l'emploi. On ne peut pas exclure quand même que le chômage va augmenter. Il a d'ailleurs déjà augmenté. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, ce n'est pas la bonne période pour avoir une hausse des salaires, ce qui va effectivement avoir des effets en chaîne, puisque si vous avez des salaires qui ne sont pas à la hausse et puis des personnes qui se trouvent au chômage, eh bien, la consommation des ménages va aussi être beaucoup plus limitée, une plus grosse incertitude. Par conséquent, la consommation a déjà diminué, hein, donc elle est plutôt stable en Suisse en général, c'est un peu le moteur, je dirais, du PIB, mais dans le premier trimestre de 2020, la consommation a déjà baissé de manière assez prononcée. Donc on peut s'attendre à des effets en boule de neige. En cascade, parce que si les salaires restent bas... Donc ce n'est pas la bonne période pour, je dirais, pour les syndicats, vont plutôt être modérés, puisqu'on veut préserver les emplois, donc ce n'est pas, je dirais, la période optimale pour aller demander des hausses de salaire. Donc la priorité, c'est préserver les emplois, de loin pas, on n'en est pas du tout à acquérir des hausses de salaire ou à améliorer le pouvoir d'achat en général. Si M. Bonvin, vous voulez ajouter quelque chose sur cette question? Oui, peut-être une réflexion un petit peu plus globale par rapport à ça. Il me semble que le modèle économique actuel est quand même basé sur une recherche de la part des acteurs économiques de la compétitivité, où le salaire est souvent considéré comme une variable d'ajustement, si on veut bien. Hein, si les carnets de commandes ne sont pas assez remplis, eh bien, on va soit licencier les personnes, soit réduire les horaires de travail pour que la masse salariale corresponde aux besoins, aux disponibilités, si on veut bien, financières de l'entreprise. Et l'État est appelé à compenser souvent. Hein. On sait qu'on a une montée des working poor qui reçoivent un salaire, ça ne s'appelle pas comme ça, mais ce qu'on pourrait présenter comme un salaire complémentaire de l'aide sociale ou des choses de ce type-là. Et peut-être que ce modèle est appelé à être remis en question ou à être discuté, c'est-à-dire d'une économie qui serait plus sur le modèle, qui fonctionnerait plutôt sur le levier de la compétitivité, et d'un État qui viendrait un peu accompagner, compenser éventuellement des salaires qui seraient insuffisants ou des choses de ce type-là. On sait qu'on a d'autres modèles. Vous pensez que ce modèle pourrait changer, évoluer? Moi, je pense qu'on peut réfléchir à d'autres modèles où l'entreprise, où le rôle de solidarité ou de compensation ne devrait peut-être pas incomber seulement à l'État. Et vous savez qu'actuellement, l'État a aussi des difficultés à assumer ce rôle pleinement.
certainement, puisqu'il a mis énormément d'argent par rapport à ces choses-là. Et donc, il y a la question de l'endettement qu'on discute de plus en plus. On ne veut pas augmenter les impôts parce que ça pourrait grever les entreprises ou ce genre de choses. Donc, peut-être qu'on peut réfléchir à un modèle où la répartition des tâches serait un petit peu conçue différemment, où l'entreprise pourrait aussi assumer une forme de solidarité. Ça revenait à la question du développement durable que vous évoquiez avant, sans évidemment aller sombrer dans une forme d'utopie où l'entreprise devrait abandonner toute perspective de profit ou de compétitivité économique, mais simplement de dire que l'entreprise pourrait aussi assumer un rôle plus solidaire. C'est pas quelque chose qui serait nouveau à l'échelle de l'histoire. Ça L'idée dépend du salaire aussi beaucoup familial, du par exemple, qui était dans les années des 30 glorieuses. Vous saviez que le père de famille, entre guillemets, recevait un salaire qui prenait en compte la composition familiale. Donc l'entreprise, quelque part, finançait des facteurs qui n'étaient pas des facteurs de compétitivité économique. Le capitalisme plus patriarcal des années... Alors, ce n'est pas du tout la volonté que je suis en train de promouvoir. Je ne suis pas en train de vous dire revenons à un modèle plus patriarcal ou plutôt paternaliste. Ce serait une catastrophe de vous dire ça ici. Mais c'est plutôt de dire que l'entreprise peut aussi assumer des points ou aussi assumer des éléments qui ne relèvent pas simplement du profit et de la compétitivité économique. Mais cela dit, il faut lui donner les moyens de le faire. Hein. Donc, ce n'est pas qu'une question de volonté privée ou je ne sais quoi. C'est aussi une question de donner des moyens pour faire ça. Donc, le politique est à nouveau... D'ailleurs, en Espagne et en Angleterre, ils avaient commencé à relever les salaires parce qu'ils ont bien compris le fait que si les salaires restent très faibles, la consommation ne décolle pas. Puis ils avaient commencé à augmenter les salaires. Et puis ils ont pris de plein fouet le Covid qui va maintenant freiner tout, malheureusement, ces volontés. Mais poursuivons dans cette question. Est-ce qu'on assiste, M. Feroluzzi, à une paupérisation en général des classes moyennes? Pourquoi? Parce que là, on a parlé des salaires, le côté revenu, il y a aussi les coûts. Les coûts, alors les primes maladie qui augmentent, les logements qui restent chers, y compris pour prendre une hypothèque. Donc les loyers ne sont pas toujours abordables. Ça, c'est les socialistes qui ont essayé de faire passer une initiative, mais elle n'a pas passé. Mais il y a les hypothèques aussi qui sont difficiles d'accès. En fait, les conditions financières sont strictes, malgré le fait que les taux hypothécaires sont bas. Et tout ça avec des revenus stagnants, voilà, on va avoir une paupérisation de la classe moyenne? Alors, tout dépend de comment on mesure cette paupérisation. Je dirais que c'est difficile de répondre de manière aussi globale. En tout cas, en Suisse, pour l'instant, la tendance n'est pas à une augmentation massive de la pauvreté. On a une pauvreté qui est là, qui existe aux alentours de 8 à 12% et qui fluctue d'année en année, mais ce n'est pas des grosses variations. À Genève, effectivement, on constate quand même une augmentation peut-être de la pauvreté qui est peut-être... À Neuchâtel aussi. À Neuchâtel aussi. Donc effectivement, je dirais qu'il y a de toute façon peut-être un point de vue cantonal à avoir. Et ça, c'est aussi des compétences qui sont dévouées à tous les autorités des différents cantons de prendre en charge cette pauvreté. Je crois qu'à Genève, effectivement, il y a toutes sortes de projets de loi qui visent justement à mieux encadrer cette pauvreté croissante. Maintenant, ce n'est pas forcément, je dirais, des classes moyennes qui deviennent pauvres. Ça peut être tout simplement une composition de la population qui change. Ça peut être plus de migrants qui viennent et qui, eux, sont dans le bas de l'échelle des revenus. Ça peut être d'autres facteurs, mais je ne suis pas sûr que, comme si vous le mentionnez, vous avez vu qu'il y a effectivement d'autres pays où on a effectivement cette paupérisation massive dans la classe moyenne, notamment aux États-Unis, avec ce qu'on appelait la polarisation, c'est-à-dire où vous avez un aplatissement avec des riches qui deviennent plus riches et puis plus de pauvres. En Suisse, on n'observe pas vraiment ça de manière très, très flagrante. Mais c'est vrai que ça existe ailleurs et en Suisse, on a cette chance où la pauvreté existe. Et effectivement, on peut toujours faire mieux pour encadrer cette pauvreté qui existe. Et on l'a vu justement avec le phénomène de la caravane de la solidarité où il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas droit ou qui ne savent pas qu'ils ont droit à des prestations. Merci, M. Bonvin. Alors moi, j'irais dans le même sens que Giovanni. Ça veut dire, je pense que parler de paupérisation me paraît difficile à argumenter ou à étayer. Peut-être que les études qu'on va mettre en place vont pouvoir étayer ce genre de choses. Par contre, il me semble que la crise agit vraiment comme un révélateur d'une grande vulnérabilité qu'on a trouvée dans la population suisse, dans la population genevoise, ou des choses de ce type. Vous voyez, quand vous allez regarder les queues au Vernet et que vous regardez les personnes qui se sont inscrites au Colis du Cœur, donc cette banque alimentaire qui fournit des bons pour que les gens puissent aller faire leurs courses à la Migros ou ailleurs, peu importe, eh bien, vous voyez l'augmentation du nombre de personnes qui a été concernées était tout à fait spectaculaire. Je crois qu'on
est parti d'un nombre de ménages de 7 à 800 qui étaient inscrits auprès de ces organismes, et on est arrivé à plus de 6500, voire 7000. Donc il y a toute une population qui s'est révélée vulnérable, et en situation de pandémie, la vulnérabilité peut évidemment déboucher sur des formes de précarité, voire de pauvreté, mais qui peuvent être très très ponctuelles et dont on peut rebondir assez rapidement. Mais vous voyez, il y a eu un révélateur de vulnérabilité. Il y a plein de personnes ou de catégories de population dont on s'est rendu compte quelque part qu'elles étaient un peu sur le fil du rasoir. Et donc qu'il fallait d'une certaine façon les aider. Alors un certain nombre de choses ont été mises en place, mais évidemment elles n'ont pas office à faire politique publique. Ce n'est pas des politiques publiques, c'est plutôt des actions un peu d'urgence comme ça qui ont été mises en place. Et maintenant toute la question elle est de savoir, est-ce qu'on veut, on est toujours un peu dans le même croisement que j'évoquais tout à l'heure, est-ce qu'on veut revenir au statu quo qu'on avait avant, ça veut dire vivre avec cette forme de vulnérabilité qui du coup peut se retrouver en difficulté si on est de nouveau dans une situation de crise économique. Quand même, c'est-à-dire les personnes à l'aide sociale qui ont des subventions pour les assurances maladie, elles augmentent. Oui. Je crois qu'il me semble qu'on a 300 000 pauvres en Suisse romande, ou plus, 300 000 ou 400 000 qui sont sur le seuil vraiment de, s'ils ont une dépense extraordinaire, déjà ils tombent dans la pauvreté. Alors ça, c'est quand même, ça englobe plus que ces gens qui ont fait la queue pendant 3 heures devant Palexpo quand même. Et du coup, la pandémie peut être une occasion de dire, mais est-ce qu'on peut repenser ce système pour diminuer ces formes de vulnérabilité, bien sûr. Ce que vous dites, c'est intéressant parce que justement, par rapport à cette dépense, donc l'Office fédéral de la statistique évalue justement le nombre de personnes qui peuvent faire face à une dépense de 2500 francs de manière imprévue ou non. Et en Suisse, on estime à peu près à 20% le nombre de personnes qui ne peuvent pas faire face à cette dépense. Mais nous, dans l'étude qu'on avait faite pour le dispositif Papyrus de régularisation des sans-papiers, on avait posé cette question aux personnes qui étaient soit en phase de régularisation, soit qui n'avaient pas droit à être régularisées. Et on tombait à pratiquement une personne sur 2, alors qu'on avait baissé la dépense à 1500 francs. Donc, ce n'était pas 2500 francs, on avait baissé à 1500 francs. Une personne sur 2 en Suisse? Une personne sur... Non, pardon. Des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête Papyrus, c'est-à-dire des personnes qui avaient été régularisées avec un permis B. Donc, c'est une personne sur 2. Et les personnes qui ne sont pas régularisées, c'est plus de 80% des personnes qui ne peuvent pas faire face à une dépense de 1500 francs. C'est eux l'effectif vraiment. Donc, c'est vite un loyer qu'il faut payer, qu'on ne peut pas payer. Donc, c'est là où, effectivement, où ça devient très flagrant, la pauvreté, où les personnes sont très vite exposées, et, comme l'a dit Jean-Michel, vulnérables. C'est-à-dire qu'il faut distinguer justement entre la pauvreté qui est prise en charge. Une personne qui perd son emploi peut avoir droit à des chômages, peut avoir droit à l'aide sociale, et puis ces personnes, quelque part, qui ne peuvent pas avoir droit à l'aide sociale, elles sont beaucoup plus vulnérables dans ce genre de situation. Oui. Donc, ils n'ont pas droit à l'aide sociale, vous dites? Alors, de nouveau, ça a changé un peu, c'est-à-dire que normalement, lorsque vous êtes régularisé dans le cadre du dispositif Papyrus, vous ne pouvez pas avoir accès à l'aide sociale, et ça a été bien précisé à ces personnes. Maintenant, les conditions ont été relâchées pendant la période de confinement pour que ces personnes puissent aussi disposer d'une aide sociale. Mais qui n'est pas infiniment extensible, c'est quand même... Voilà, tout à fait. Donc c'est effectivement là où le problème se pose, c'est la question du recours. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui, même s'ils ont droit, ne vont pas recourir à l'aide sociale. Très bien. Entre-temps, on a quelques questions, si vous permettez. Alors, en février, nous avons été pris à l'improviste par ce virus et la réponse de l'État a été une réponse d'urgence. On pourrait imaginer une nouvelle vague en hiver prochain. Est-ce possible pour l'État de prévoir un budget conséquent pour le chômage partiel et pour l'aide aux entrepreneurs? Donc voilà, notre participant demande si cette fois on peut être mieux préparé avec des budgets pour justement le chômage partiel et l'aide aux entrepreneurs qui semblait manquer, puisque je crois que l'aide totale de la Confédération c'était 42 milliards, mais en réalité 20 milliards d'aides directes et puis 20 milliards de cautionnement de dettes. Mais voilà, alors, est-ce possible pour l'État de prévoir à nouveau un budget conséquent? D'où ça viendra? Alors, non, mais Monsieur Bourgoin, vous avez abordé le sujet de la dette, que la Suisse pourrait s'endetter davantage. Est-ce que ça, c'est une piste ou... Écoutez, pour moi, c'est une question de décision politique. Donc, ça veut dire, est-ce que... en termes de viabilité financière de l'État, je pense que oui, l'État peut s'endetter davantage si la situation le requiert ou des choses comme ça. Mais il ne faut pas évidemment faire n'importe quoi non plus. Mais on n'est pas, je pense, on n'est pas arrivé aux limites des capacités financières par rapport à ça. Alors on ne souhaite évidemment pas aller plus loin que ce qui a été le cas. C'est-à-dire on ne souhaite pas que les circonstances nous poussent à devoir aller plus loin par rapport à ça. Puis pour moi, il est tout à fait évident que le fait de surmonter une crise n'est pas de donner des recours à des prestations sociales à tout le monde, mais de permettre
permettre à chacun d'avoir un emploi pour subvenir par lui-même à ses besoins. Si emploi il y a, évidemment. Après, l'emploi, c'est pas qu'une question. Si l'emploi n'est qu'une question de décision privée ou de volonté privée, ou si c'est une question qui est accompagnée par le pouvoir public, par des aides aux entreprises ou des choses comme ça, on change aussi le contexte par rapport à ces éléments-là. Mais je suis sans doute plus interventionniste que mon interlocuteur. Oui, mais vous êtes assez... Mais Monsieur Bonvin, vous étiez quand même là, vous semblez prudent de dire non, un budget conséquent, il ne faut pas trop exagérer. Vous semblez quand même plutôt sur la voie de la... C'est difficile de dire. Moi, je ne suis pas, aux manettes du département des finances de la Confédération ou du canton, donc je ne vais pas donner de leçons à qui que ce soit, mais il est évident que l'État est sans doute l'acteur qui est le mieux placé pour s'endetter quand on est dans une situation de crise ou de ce type-là. C'est plus difficile de demander ça à des acteurs privés, fussent-ils très importants. Donc il y a une responsabilité sociale et collective à agir ou intervenir dans ce genre de crise, de mon point de vue en tout cas. D'accord. Alors non, je voulais réagir parce qu'effectivement, c'est plutôt une vision qu'auront la plupart des économistes, c'est de dire qu'effectivement, dans ce genre de situation, s'il y a un moment où il faut dépenser, où l'État doit intervenir en s'endettant, c'est des situations de ce type-ci. Voilà. Vous avez une pandémie, vous avez une crise économique, l'État doit intervenir, surtout que historiquement, les taux d'intérêt sont même négatifs, donc ça ne coûte rien de s'endetter. Surtout à l'État. Si effectivement un acteur qui doit s'endetter, c'est l'État, parce qu'effectivement, c'est le seul acteur qui peut permettre de relancer l'activité économique. Et puis, si on parle d'endettement, le ratio endettement par rapport au PIB peut aussi augmenter si le PIB diminue. Donc, en fin de compte, on a meilleur temps de soutenir l'activité économique, puisqu'effectivement, l'endettement, c'est la dette qu'on va émettre à travers des obligations. Et si on doit le financer à travers des impôts, ben, ces impôts, quelque part, vont être financés sur le PIB, le produit intérieur brut. Si le produit intérieur brut diminue, bien, ça veut dire que vous avez moins de recettes fiscales. Donc, quelque part, c'est le bon moment, quelque part, pour que l'État soit le moins pingre par rapport au soutien de l'activité économique. D'accord. Sachant que par la suite, avec le redémarrage de l'activité, il peut rembourser s'il le veut, même si ce n'est même pas une obligation. Ça peut être à très très long terme, la dette. Mais je dirais qu'en plus, la Suisse fait partie des rares pays qui ont eu des excédents budgétaires ces dernières années, donc, et qui ont un taux d'endettement relativement modeste. Donc ça ne sert à rien d'avoir ces surplus si on ne les utilise pas quand il faut. Il y a des pays pour lesquels c'est un peu plus compliqué. Vous avez l'Italie, où effectivement, qui demandent des corona bonds pour d'excellentes raisons, c'est qu'ils sont tellement endettés que c'est difficile pour eux de s'endetter davantage parce que ça fait augmenter le spread par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne. Donc ils aimeraient bien que part il soit mélangé avec l'endettement de l'Allemagne ou d'autres pays du Nord. Voilà, ce qui n'est pas le cas de la Suisse, qui a vraiment loin les moyens de s'endetter. D'être surendetté. Voilà. Alors on a une question. Y a-t-il une augmentation de l'épargne parmi la classe moyenne, y compris la classe moyenne inférieure, et est-ce un problème? Alors, l'épargne a augmenté pendant la crise. Moi, j'ai demandé à des caisses d'épargne régionales qui n'ont pas spécialement constaté. Moi, je dirais que mécaniquement, probablement oui. Pendant la période de confinement, vous pouviez beaucoup moins dépenser, donc le revenu que vous aviez, eh bien, vous le laissiez sur le compte en banque. Quelque part, il y a évidemment un petit peu de dépenses en e-commerce que vous avez pu faire. Donc, mais vous ne touchiez pas forcément de revenus. Voilà. Certains n'ont pas touché de revenus, mais voilà. C'était de l'épargne un peu forcée, quelque part, mais c'était pendant cette période. La question, c'est de savoir si cette épargne va donner naissance à des dépenses après la période de confinement. Toute la question est là. L'épargne, au niveau individuel, c'est très bien, mais au niveau macroéconomique, c'est pas très bon. Si tout le monde se met à épargner, effectivement, ça veut dire qu'on consomme moins. Ralenti, oui. Mais on ne sait pas si les gens vont effectivement consommer, si la saison est finie pour la mode, par exemple, eh bien, on va laisser passer quelque part l'achat de certains biens et services. Oui. Il y a sans doute certaines dépenses de consommation qui vont demander plus de temps pour être lancées. Donc liées au voyage ou d'autres choses comme ça. A plutôt augmenté, et elle ne va certainement pas tout de suite diminuer parce que les gens ne vont pas se précipiter. Il y a l'incertitude. Donc l'incertitude en général fait que les gens veulent épargner davantage. Tout à fait. Il y a un chiffre qui montrait qu'il y avait une baisse de la consommation qui était assez considérable, de l'ordre de 6 milliards, si je ne me trompe pas, en Suisse. Même en Suisse. Donc on peut imaginer qu'une partie de cette baisse s'est traduite par une montée de l'épargne. Une montée de l'épargne qui est d'ailleurs très mal rémunérée, on est d'accord. C'est-à-dire personne n'est aujourd'hui incité à épargner parce que les banques, elles font du 0,0 quelque chose de taux d'épargne. Et celles qui font des taux d'épargne très élevés, elles font du 0,5% quand même. Donc c'est vraiment un peu... À partir d'un certain niveau d'épargne, on passe aussi en négatif.
En même temps, tout le avec discours des taux qu'on a négatifs. semble aller dans une volonté de relancer un modèle de consommation très forte et de dire aux gens, mais consommez, consommez. Donc on retomberait dans ce modèle de croissance qui n'est pas forcément compatible avec le modèle de développement durable qui a été évoqué lors d'une des questions précédentes. Ça, c'est aussi très américain. Alors, est-ce que la Suisse va un petit peu copier la recette américaine de dire il faut consommer, consommer? Ça peut être tentant pour la Suisse. C'est compliqué. Moi, je dirais qu'il faut distinguer entre effectivement ce qui est conjoncturel et ce qui est structurel. C'est-à-dire que c'est vrai que être en récession, c'est jamais très bon. Même pour l'environnement, même si on a vu effectivement les canaux de Venise redevenir propres, les images satellites de la Chine qui étaient avec beaucoup moins de smog, c'est très très bien, mais c'est aussi une période où il n'y a pas d'activité économique. Il faut trouver le bon équilibre, effectivement, mais c'est effectivement quelque chose qui... Vous posiez la question tout à l'heure, je pense que c'est effectivement, comme a dit Jean-Michel, une bonne période pour réfléchir à ces questions, mais c'est rarement les pays qui sont en récession qui vont se mettre à faire du développement durable, parce qu'il y a les priorités par rapport à la consommation, le chômage, etc. Donc il faut employer, je dirais, cette période de réflexion pour se dire, ben voilà, il y a quand même des bonnes choses qui se passent pendant cette période. Est-ce qu'effectivement, les aides qu'on donne aux entreprises, on ne pourrait pas les rendre un peu plus conditionnelles? Donc ça, c'est des choses qui doivent être expérimentées par les autorités publiques. Si on vous donne de l'argent, autant que ce soit aux entreprises qui fassent le plus d'efforts en termes de développement durable. C'est une manière d'avoir un certain levier sur l'activité économique d'entreprise, pour qu'effectivement, il n'y ait pas forcément je dirais, les activités les plus polluantes qui soient favorisées par ces aides. Ça, c'est une piste très intéressante. Je crois que c'est la conseillère nationale Léonore Porchet ou Adèle Torrent qui a dit, c'est les Verts en gros qui ont dit, les aides aux compagnies aériennes auraient pu être conditionnées à une meilleure gestion de la transition écologique et ils ne l'ont pas été. Bon. Ça, c'est nouveau les politiques qui devraient y réfléchir. Alors, une question suivante du public. Pensez-vous que la crise du Covid va entraîner des dépôts de bilan en cascade et des licenciements en masse? Oui, on l'a un petit peu abordé avant, mais des dépôts de bilan, des faillites, vous pensez que l'économie... C'est difficile de vous répondre avec précision pour les licenciements. Je pense que ça va dépendre énormément de la période de sortie du chômage technique. Donc, quand on arrivera au bout du chômage technique et de voir s'il y a une reprise d'activité qui permet de préserver l'emploi ou de ne pas préserver l'emploi. Est-ce qu'on assiste déjà à des fermetures de commerce, d'entreprises Je crois que malheureusement, oui. Restaurants, donc les données qui sont sorties, en tout cas pour Genève, effectivement, il y a déjà des entreprises qui sont en situation extrêmement précaire. Probablement que celles qui étaient déjà en situation un peu inconfortable avant la crise du Covid, ces entreprises qui vont probablement faire les frais de cette crise, même si fondamentalement peut-être qu'elles avaient malgré tout une activité qui pouvait tenir le coup, elles auraient peut-être juste un petit peu précaires. C'est là où je dirais effectivement l'État ne doit pas se montrer trop conservateur par rapport à ce type d'entreprise. Il faut que la liquidité soit là, qu'elle suive. Il faut qu'effectivement les emplois soient préservés, parce qu'effectivement tout dépendra quelque part d'une part la consommation, mais surtout de ce qui va se passer dans nos partenaires commerciaux. Parce que la Suisse dépend beaucoup, en fin de compte, des partenaires européens. Les exportations sont le moteur, en fin de compte, de la production en Suisse. D'accord. Après, il y a le modèle américain qui est peut-être plus extrême, mais qui, avec une injection de liquidité très massive aussi dans les marchés des obligations défaillantes, pratiquement, ils maintiennent en vie des entreprises qui peut-être n'étaient pas performantes et auraient dû faire faillite, mais on parle beaucoup de zombie économie maintenant aux États-Unis à cause de l'excès de liquidité. Est-ce que finalement la Suisse, elle n'a pas trouvé le bon compromis en ne soutenant pas trop des entreprises peut-être, je ne veux pas sembler ultra-libéral, mais des entreprises qui n'étaient peut-être pas vraiment performantes. Puis, enfin, le monde économique, c'est qu'il y a des entreprises qui peuvent parfois faire faillite et d'autres qui se créent. Mais s'il y a des entreprises qui sont maintenues sous, comment dire, respirateur artificiel, ça empêche de nouvelles entreprises de venir sur le marché aussi. Donc, est-ce que c'est assez sain aussi d'avoir un changement dans le paysage, enfin, peut-être pas d'entreprises d'intérêt public très importantes pour... J'ai la difficulté à vous dire si la politique publique qui a été décidée en Suisse a permis de sauver des canards boiteux ou au contraire de ne pas les sauver par rapport à ça. J'ai l'impression qu'on a été assez systématique dans le soutien aux entreprises et qu'on n'a pas mis trop de conditions pour l'instant. Il me semble aussi. Mais après, des abus, ça mais peut c'est venir. très, très marginal. Oui. On s'attendait de toute façon à ce qu'il y ait un petit peu d'abus. C'est-à-dire l'entreprise qui
aller déposer son bilan. Et puis tout à coup, se voit offrir une aide, se dit, je vais le déposer dans 2 mois. Oui. Voilà, c'est des cas, mais qui restent, je dirais, peut-être anecdotiques. Ces effets d'aubaine, à mon avis, ne sont pas très importants. Oui. Il faut aussi mettre en perspective les autres. Peut-être le jeune qui vient d'ouvrir son restaurant, la majorité. et qui avait quelque chose qui était tout à fait viable, mais qui se retrouve dans une situation où il a déjà payé son loyer à l'avance et puis il se retrouve dans une situation où il n'a aucune clientèle. Ah oui, les nouvelles entreprises, bien sûr, c'est très important. C'est là où il faut se dire, il faut faire en sorte, parce que comme elles ont déjà une mortalité extrêmement élevée, dans une situation normale, il faut faire en sorte à ce qu'elles ne soient pas trop élevées. Tout à fait. Et pour moi, il y a clairement par rapport à ça la question de la situation d'urgence. Vous êtes face à une masse d'entreprises ou d'individus qui ont des problèmes qui sont massifs. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, on va sélectionner ceux qui méritent d'être aidés, puis on ne va pas aider les autres. On sait que le processus de sélection est coûteux, qui prend beaucoup de temps, et donc on risque d'aider trop tard. Ou est-ce qu'on se dit, la situation est telle qu'on aide tout le monde, et puis on regardera après si peut-être on a mal aidé, trop aidé, ou je ne sais pas quoi. Et je crois que l'urgence nécessitait, exigeait qu'on aide tout le monde. C'était quelque chose qui, moi, me semble tout à fait légitime. Merci. Après, une autre question. Peut-on distribuer des bons d'achat utilisables uniquement dans le canton de Genève? Alors, je sais que certaines entreprises l'ont fait. Ils ont offert des bons d'achat. Je ne sais pas, monsieur, vous qui êtes le participant qui proposait cette idée, qui distribue les bons d'achat? L'État? Parce que moi, je sais qu'il y a des caisses d'épargne qui ont fait ça, des petites entreprises qui ont fait œuvre de bien public, finalement, en distribuant des bons d'achat pour stimuler le commerce local. Oui, d'accord. C'est ça, donc l'idée des bons d'achat pour favoriser l'économie locale. L'achat local. Effectivement. On a vu ce type de bons. Ça a très bien marché d'ailleurs. Oui, c'était des très belles offres. C'est une bonne idée, effectivement, pour soutenir l'économie locale. Oui, tout à fait. Je pense qu'on pensait tous les deux plus aux bons d'achat qui ont été donnés dans le cadre des colis du cœur ou quelque chose comme ça. Donc, pardon, parce que beaucoup de bons ont été distribués dans ce cadre-là. Oui. Est-ce que alors ça veut dire que c'est plutôt les organisations caritatives qui pourraient le faire? Je crois que les gens vont de toute façon, s'ils reçoivent un bon, ils vont plutôt aller localement. Ces gens-là ne vont pas aller dans le canton de Vaud. Alors, une chose très juste, c'est que les bons d'achat qui sont distribués, on ne va pas prendre un avion puis aller très loin et les dépenser. Ça, c'est certainement vrai. Mais c'est vrai que ça stimule quand même bien. Ça aide les commerces locaux à survivre. Et c'est de l'économie sociale et solidaire un petit peu. Oui, bien sûr. Vous évoquez, ça me fait penser à quelque chose qui est un peu différent, mais vous évoquez tout à l'heure le modèle américain. Oui, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé par rapport à la manière dont on a perçu ce modèle-là, et j'aurais même aimé entendre Giovanni par rapport à cette question-là. Si vous prenez la situation du chômage à Genève et aux États-Unis, on est parti du même taux, 3,5. Et à Genève, on est passé de 3,5 à 5,2, et quand vous regardez les différentes réactions, on dit, oula, très préoccupant, etc. Aux États-Unis, on est passé de 3,5 à 20, et après, on est descendu à 13. Et tout le monde dit, mais super résultat, génial. D'ailleurs, les marchés financiers s'en gargarisent et trouvent ça absolument génial. Alors que, de facto, on a un taux de chômage qui est 2,5 fois plus important c'est spectaculaire. Et donc, pour moi, ça montre un peu le côté un peu erratique des réactions des marchés financiers dans ce type de crise, qui ont tendance à surréagir à des signaux qui sont très, très ponctuels. Et le fait que l'économie, plutôt que d'être gouvernée par les marchés financiers, devrait être gouvernée par des processus plus politiques, si on veut bien. Vous avez compris que, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très important. Et ça me renseigne sur le type d'emploi aussi, parce que des emplois qu'on peut perdre par millions et puis récupérer droit derrière, c'est des tout petits emplois, souvent assez précaires, qui sont vite gagnés et vite reperdus aussi. Ce n'est pas des contrats à durée indéterminée, très fixes. Récupérer donc le tiers, un petit peu plus que le tiers de ce qui a été perdu. C'est une cyclicalité incroyable du marché de l'emploi. Oui, et donc je me demandais... Pourquoi on a cette espèce de consécration? Je trouve que le modèle américain est formidable alors qu'il est à 13 contre 5. C'est la magie des statistiques qui montent. Je pense qu'il faut distinguer entre les effets d'annonce sur les marchés boursiers, des analyses que font les économistes de la situation sur le marché du travail. Parce qu'effectivement, ce que tu dis est parfaitement juste, aux États-Unis, les chiffres du chômage sont scrutés de manière très, très, très précise et très attentionnée par les spéculateurs boursiers, on va dire, par les marchés financiers, parce que ça donne une indication très rapide de ce qui va se passer sur l'économie. Maintenant, effectivement, c'est ce qui va permettre d'acheter des actions dans un certain secteur, enfin je ne sais pas, mais disons que c'est uniquement pour, quelque sorte, avoir un signal sur le sens de l'activité économique. Pour les économistes américains, la situation est
extrêmement préoccupante. La situation du chômage aux États-Unis, le taux, enfin, les États-Unis n'ont jamais eu un taux de chômage aussi élevé depuis qu'ils collectent des données sur le taux de chômage. Donc depuis 1948, il n'y a jamais eu un taux de chômage aussi élevé. Donc même par rapport aux autres récessions que les États-Unis ont connues, c'est quand même la période actuelle une période de chômage extrêmement important et extrêmement préoccupante. Donc je pense qu'effectivement, en Suisse, on a beaucoup moins, je dirais, ce lien entre taux de chômage de manière très... On ne va pas regarder le nombre d'emplois pour voir ce qu'il faut faire en bourse. Aux États-Unis, on regarde beaucoup parce qu'effectivement, le chômage est beaucoup plus cyclique et beaucoup plus volatile qu'en Europe en général. Voilà, parce qu'effectivement, la manière dont on mesure le chômage est aussi un petit peu différente. Voilà. Alors, on a plusieurs questions. Donc, une dame nous dit qu'on a toujours observé de l'innovation durant les crises, comme durant la Première et Seconde Guerre mondiale. Actuellement, on voit la digitalisation se développer. Est-ce que c'est une tendance qui va se maintenir? Vaut-il la peine pour les entreprises d'aller dans cette direction et de former massivement les employés dans le domaine de la digitalisation? Donc de mettre tout le monde au télétravail et aux outils peut-être de travail à distance, etc. Oui. Et finalement aux robots, d'amener des robots et nous, on va former les robots à nous remplacer, je ne sais pas. Mais... C'est une question qui est à nouveau très très complexe. Je pense qu'on a tous, collectivement, pas tous, mais beaucoup d'entre nous collectivement, on a fait une expérience grandeur nature du télétravail généralisé. Et on a pu en voir peut-être un certain nombre de bienfaits qui pouvaient être intéressants, peut-être une plus grande flexibilité dans la gestion du temps de travail, des choses de ce type-là. Oui, on a aussi pu voir un certain nombre de limites, hein, la difficulté de créer du collectif. Nous on sait que les étudiants, à plusieurs reprises, nous ont dit que, dont on aimerait qu'ils soient là d'ailleurs, mais bon, ils ne sont pas là. Et donc nous ont dit à plusieurs reprises que c'était difficile de se sentir partie prenante de quelque chose et que le fait de cet enseignement à distance posait aussi un certain nombre de problèmes. On sait que délimiter des lieux où on travaille et des lieux où on ne travaille pas est plus difficile si on fait du télétravail. On peut travailler tout le temps, on le sait, on l'a compris maintenant, on peut travailler partout, avec le risque évidemment de travailler de manière très très intensive. Pour des problèmes aussi de santé qui... Oui, et puis bon, à part ça, il y a toutes les fatigues liées à l'utilisation excessive de Zoom, auquel tout le monde, vous savez que si vous faites 8 heures par jour de visioconférence, vous n'en pouvez plus, alors que si vous faites 8 heures de réunion physique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à supporter. Donc je pense que cette expérience grandeur nature nous a permis de voir ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Et je suis à peu près certain qu'il va y avoir des impacts sur la suite. Ça veut dire qu'il est tout à fait probable qu'on ait plus de télétravail, une part de télétravail plus grande dans nos jobs à venir. Mais par contre, je pense que personne ne souhaite que nos jobs deviennent des jobs à 100% en télétravail, que ce soit à l'université ou en dehors. Parce qu'on a aussi pu voir les méfaits, si vous voulez bien, ou les désavantages de cet élément-là. Donc on va aller sans doute vers des formes plus hybrides entre le télétravail et le job en présentiel, la digitalisation et des formes plus physiques, plus interactives, si on veut bien, de travail. Puis ça a aussi révélé très forte inégalité face à la digitalisation. On n'est pas tous armés de la même façon. Il y a des catégories de population qui n'ont pas d'ordinateur, il y a des catégories qui ne sont pas du tout qui sont pas vraiment du dans tout les multinationales et les grandes banques, ils sont hyper bien équipés, ils équipent tout le monde avec les mêmes appareils de l'entreprise, mais en dehors, dans les petites PME, etc., ça n'a rien à voir, le télétravail. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose sur la digitalisation? Juste effectivement, simplement préciser que j'ai eu vent d'une étude justement aux États-Unis où ils ont regardé les effets du télétravail. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, même après le confinement, 35% de ceux qui faisaient la navette, donc les pendulaires, continuaient à télétravailler. Donc il y a peut-être quelque part un effet de cliquet qui s'est mis en place, c'est-à-dire que les gens se sont rendus compte, et c'est peut-être là où ça devient intéressant, même par rapport au développement durable, qu'effectivement tous ces déplacements en voiture pour venir au travail ou faire des réunions, lorsqu'il y a un déplacement important physique, là peut-être ça vaut le coup effectivement de switcher au télétravail. Ça peut avoir des effets bénéfiques pour la personne, qui passe moins de temps dans les bouchons, et puis pour l'environnement aussi, parce que c'est souvent des personnes seules dans leur voiture. Maintenant, c'est vrai que c'est limité aux personnes qui ont effectivement des métiers, comme l'a dit Jean-Michel, qui travaillent sur l'ordinateur, en fin de compte, et puis surtout des personnes qui sont jeunes, et puis qui navettent pour la plupart, et reprennent leur travail normalement, ou n'ont jamais même été en télétravail, comme tous ceux qui sont sur les chantiers, ou qui sont en grande distribution, etc. Ces personnes-là ne peuvent pas vraiment télétravailler. Donc ça concerne une portion, effectivement, de la main-d'œuvre qui peut passer au télétravail. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien direct à faire avec la robotisation ou la digitalisation, parce qu'effectivement, il y a une grande complémentarité, quelque part, entre la machine et l'homme dans ce télétravail.
Alors que quand on parle de numérisation, c'est plutôt une sorte de grand remplacement des travailleurs par les machines. Oui, ben là je pense que c'est à l'e-commerce typiquement, où plein d'entreprises ont vu l'opportunité de développer leur e-commerce. Parce que les gens s'habituent, peut-être qu'ils vont se mettre à commander même quand c'est dans la même ville, beaucoup plus en ligne ou sur leurs apps, sur Zalando, sur tous les magasins de textiles, de jouets, d'électronique, de livres, plus qu'avant. Alors je pense qu'il y a des tâches pour lesquelles on pourra... Il y a des formes de substitution qui vont être mises en place. Mais moi, je dirais que l'enseignement général qu'on peut observer, c'est que je crois que la machine ne nous remplace pas, finalement. C'est quelque chose... Mais l'e-commerce, vous êtes d'accord que c'est phénoménal. Les gains de l'e-commerce aux dépens des commerces physiques, quand même, ces dernières années, vous êtes d'accord que ça a pris beaucoup de temps? Il y a des éléments qui peuvent... Mais je pense que ça montre qu'on peut être dans une forme de processus de destruction créatrice aussi. Il y a des tâches qui peuvent peut-être être robotisées, mais qui sont, pour certaines d'entre elles, pas complètement gratifiantes. Donc, c'est pas forcément... le remplacement de l'homme par la machine n'est pas forcément quelque chose qui doit être vu de manière toujours et systématiquement négative. Mais cela dit, le remplacement total de l'homme par la machine, moi, me paraît être une... Cette expérience grandeur nature me semble montrer qu'on n'est pas totalement substituable par des machines. On a parlé de restaurants où les serveurs étaient des robots, mais ça c'est encore embryonnaire, on est d'accord. Hein. On n'est pas sorti de cette crise avec que des restaurants où il y a des robots et puis mais on a des bornes partout quand même, dans les cinémas, dans les supermarchés. Est-ce que ça pourrait quand même... les entreprises vont quand même voir l'intérêt d'accélérer ces changements, que ce soit à cause du Covid ou pas. Pardon ? D'aller vers une plus grande part du digital à cause de la pandémie. C'est pas inéluctable ? À voir. Moi, je ne ferai pas de prédiction sur ça. D'accord. Je pense qu'il y a deux écoles. Il y a vraiment, entre guillemets, les pessimistes et les optimistes. Parce que, si vous voulez, vous avez toujours eu, quelque part, un progrès technologique qui a remplacé des tâches humaines. Oui. Même des animaux. Les chevaux étaient remplacés par les voitures. Donc, tout au long de l'histoire, si vous voulez, économique, des outils se sont améliorés pour remplacer des tâches qu'on faisait avant et qui étaient pénibles. Donc souvent, la machine remplace, et puis l'ordinateur remplace aussi beaucoup de tâches qui, en fin de compte, maintenant, sont répétitives et peut-être même un peu ennuyeuses. Travailler sur une caisse de supermarché, c'est pas forcément intéressant. Faire de l'aide à la clientèle, c'est peut-être plus intéressant. Et donc, ce qu'on observe aussi, ça c'est les optimistes qui le disent, c'est que, en fin de compte, les entreprises qui procèdent à ce type de numérisation ne vont pas nécessairement licencier les travailleurs qui étaient avant sur ces machines, mais vont les mettre à d'autres tâches. Comme tous les guichetiers qu'on avait dans les banques, ils ont disparu. Vous n'avez plus personne au guichet, vous avez maintenant des automates bancaires, vous allez chercher votre argent, mais ces personnes ont été reconverties dans le conseil à la clientèle, etc. Et donc, c'est la vision optimiste. Et puis, la vision pessimiste, c'est de dire, non, il y a malgré tout quand même des personnes, notamment les moins qualifiées, qui, elles, n'ont plus aucune perspective. Hein. Donc, la personne qui, il y a peut-être 30 ans, n'avait aucune qualification, sortait de l'école obligatoire, eh bien, elle trouvait toujours un boulot dans une entreprise. Aujourd'hui, c'est vrai que ça devient difficile. Si on n'a aucun papier, de se dire, je cherche un boulot. Hein, donc ça, c'est effectivement une frange de la population qui est extrêmement précarisée sur le marché du travail parce qu'effectivement, elle n'a pas les compétences qui peuvent intéresser, même pour être un commis ou avoir une activité, je dirais, très simple dans l'entreprise. Facilement remplaçable. D'accord. Vous dirais que la pandémie a renforcé ça ? Non. Alors ça, c'est une discussion, je dirais, qui est plutôt tendancielle. Hein. Donc je ferai justement la séparation de ce qui est la crise et ce qui est les tendances de long terme de ce qui se passe avec le progrès technique. D'accord, alors on a des questions, décidément, on est très bien servi par les questions, merci beaucoup. Zoom, comme quoi Zoom et les téléconférences marchent très bien. Avec la réouverture des frontières, est-ce qu'on peut s'attendre à une hausse du dumping salarial, par exemple dans le canton de Genève ou au Tessin ? Le dumping salarial, déjà on a le tourisme d'achat, mais est-ce que le dumping salarial... Je dirais la réponse... qui était déjà là, c'est pas... Alors la réponse que j'ai envie de donner, c'est celle d'aller consulter le rapport qui vient d'être sorti par le SECO sur le travail au noir et puis les effets des accords bilatéraux, les mesures d'accompagnement. Et effectivement, c'est quelque chose qui est toujours un petit peu présent, hein, l'entrepreneur qui fait recours à des faux indépendants ou à des sous-traitants, etc., pour avoir un coût plus faible. La tentation est toujours là. Maintenant, il y a, je dirais surtout à Genève, une commission tripartite qui s'est mise en place pour aller surveiller ce qui se passe sur les chantiers, ce qui se passe dans les différents secteurs de l'économie où on a les usual suspects. Et je dirais qu'il y a eu moins la détection a été moindre, en tout cas en termes
en termes d'infraction, Oui. en termes de sous-enchères, en tout cas ce qu'on observe pour la Suisse dans son ensemble, c'est qu'il y en a eu moins. C'est ça la réponse rapide que j'ai inventée. Ah, intéressant, d'accord. Donc ça voudrait dire qu'à l'avenir, ce n'est pas en train d'augmenter. Alors voilà, on ne peut pas faire peut-être des prévisions. Ces derniers temps, en tout cas, il semblerait qu'il n'y a pas eu d'augmentation. Il y a une bonne surveillance, supervision. Il y a une certaine surveillance. Et puis les employeurs, quelque part, je dirais, il y a toujours la brebis galeuse quelque part, mais les autres employeurs ont envie de jouer le jeu parce qu'ils ont envie que les règles soient communes à tout le monde, qu'on puisse avoir une concurrence saine, c'est-à-dire de ne pas profiter simplement justement de conditions qui sont en dehors des contrats types ou des conventions collectives de travail. Très bien. Ouais, il me semble que dans la question telle qu'elle est posée, il y a un postulat que la fermeture des frontières a diminué le dumping salarial. Je ne sais pas sur quoi la personne se base pour dire ça. Moi, à titre personnel, j'en sais rien. Et par contre, c'est vrai que sur une tendance longue, celle qui était indiquée par Giovanni, il y a eu, de par les différentes mesures qui ont été mises en place, une tendance à avoir un contrôle plus important sur le niveau des salaires et moins de sous-enchères salariales abusives et répétées, comme on l'appelle dans la loi. Le fait que l'afflux frontalier continue, par exemple sur Genève, et que dans les différents métiers des services, on va toujours prendre quelqu'un qui vient de France. Cette crainte, elle existait déjà avant. Oui. Pour moi, la question, elle est plutôt de se dire, est-ce que cette période où on a eu une fermeture des frontières a permis de juguler des formes de dumping salarial ou de sous-enchères salariales abusives et répétées? Moi, si la personne a une étude qui montre ça, je suis preneur et je l'invite à nous donner sa source. D'accord, merci. Une question, c'est est-ce qu'il y aura une prise de conscience face à la crise climatique, alors que le mot d'ordre, c'est la reprise de la consommation. Est-ce que, pourquoi peut-on converger? Voilà, c'est pourquoi peu de pays font converger la reprise économique avec le défi climatique, c'est-à-dire, je pense que notre commentateur a le sentiment que les États ont un peu mis de côté la question climatique au lieu de la ramener au devant de la scène avec la reprise économique, de les mettre vraiment ensemble, main dans la main, et dire on poursuit là où on avait arrêté, puis on continue notre effort. C'est vrai qu'il y avait un plan d'action de l'Union européenne, etc. C'est très ambitieux, puis on dirait que ça s'est arrêté. Et là, il conclut, faut-il être au pied du mur pour agir sur le climat? C'est une vaste question. Je pense que le problème qu'il y a, c'est que, à mon avis, on est confronté à un double défi. Il y a un défi qui est plus conjoncturel. Il faut gérer une forme d'urgence, des difficultés qui peuvent être très grandes pour un certain nombre de personnes. Et pour gérer ce défi, le plus simple, c'est de revenir au statu quo tel qu'il existait avant. Ça veut dire redonner une capacité de consommation, redonner du pouvoir d'achat, etc. Mais en même temps, si on privilégie que cette solution-là, on va se retrouver dans les mêmes dérives et les mêmes problèmes qu'il y avait avant en termes de crise climatique et des choses de ce type-là. Oui. Donc après, la question, c'est comment combiner ce défi de l'urgence, si on veut bien, avec un défi qui est plus structurel, où il s'agit d'essayer de définir, de fonder, d'arriver à créer ou à permettre, à promouvoir un nouveau modèle économique qui serait de développement durable, qui irait dans la direction de transition énergétique, climatique et tout ça. Et je crois qu'il faut arriver à combiner les deux. Sont bas et que le pétrole reste abondant. Ça aussi, c'est un problème. Enfin, ça n'aide pas, en tout cas. Si vous réfléchissez en termes de coût-bénéfice, on n'y arrivera pas. Ou alors, il faut complètement changer le cadre pour qu'il y ait un vrai coût-bénéfice, qu'il y ait des systèmes d'incitation ou je ne sais quoi, pour aller dans le sens de ce modèle de développement durable. Mais vous voyez, la difficulté, c'est de gérer les deux. Parce qu'on ne peut pas dire, on va mettre le paquet pour la transition énergétique, et puis tant pis pour les laisser pour compte, les personnes qui sont vulnérables. Donc, on doit gérer les deux en même temps. Et les États ont peut-être tendance un peu trop, et de plus en plus, quand la situation s'améliore, à revenir à une forme de business as usual, qui est très confortable, puisque finalement le modèle, en dépit de toutes ces dérives, marchait sur un certain nombre de points, de manière tout à fait désagréable et insatisfaisante sur plein d'autres aspects. Mais donc le confort, c'est de dire, mais revenons à ça. Quand on dit reprise, on sait qu'on parle de consommation bien classique, voilà, et on n'a pas le facteur même climat. Plus, parce que les 6 milliards qui n'ont pas été dépensés, mais il va falloir les dépenser maintenant pour qu'on reprenne encore plus vite. Oui, la fameuse reprise en V, d'ailleurs, on n'arrête pas de nous parler du V, là, le fameux V. Monsieur Ferroluzzi. Oui, je rejoins Jean-Michel, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est une discussion qu'il faut avoir au long cours. C'est vrai que la plupart des décideurs, que ce soit en Union européenne, en Suisse ou ailleurs, n'ont
qu'un mot à la tête, c'est confinement, déconfinement, activité économique, chômage. Et c'est vrai que du coup, ça met de côté, comme le dit notre commentateur, tous les aspects liés au changement climatique. C'est comme si pendant 10 ou 15 ans, on avait parlé de changement climatique, et puis depuis 3 mois, on n'entend pratiquement plus parler, sauf pour dire qu'effectivement, l'eau est claire dans les canaux de Venise, et puis qu'effectivement, il y a moins de smog en Chine. De nouveau, je pense que c'est la crise, si elle peut effectivement amener à une réflexion de nos décideurs pour effectivement faire en sorte à ce qu'on ait une croissance qui soit respectueuse de l'environnement, et puis qu'effectivement ce ne soit pas simplement de la consommation, parce qu'on sait que le bien-être, c'est au-delà de la simple consommation. Et je pense que tout le temps qu'on a pu passer à la maison, il y avait aussi des aspects positifs pour ceux qui ont pu télétravailler. Peut-être que là, effectivement, il y a une réflexion à faire sur est-ce qu'il y a besoin de tous ces biens de consommation. Mais voilà, je dirais que c'est un problème typique de biens publics, c'est-à-dire où, en fin de compte, il y a cette chose qui est l'environnement auquel tout le monde dit ce serait bien de faire quelque chose, mais individuellement, après, on manque toujours un petit peu la motivation. Donc, que ce soit en tant que décideur politique ou même en tant que particulier. On va tous, à un moment ou à un autre, prendre la voiture quand ça nous arrange. On va tous, en fin de compte, quand même aller prendre des vacances en avion une fois ou l'autre. Voilà. Donc, c'est là où, effectivement, il faut que la solution soit politique, c'est-à-dire au-delà de la société des individus, c'est-à-dire qu'on ait une sorte de contrainte qui nous empêche de prendre ces libertés, ou du moins qu'on en paye le coût. C'est-à-dire que si effectivement vous prenez l'avion pour aller à Barcelone, il faut que ce soit plus cher que de prendre le train. Il faudrait que ce soit un peu plus logique, disons qu'on retrouve une logique quelque part où si vous polluez en allant à Barcelone, eh bien vous payez plus en tout cas. Voilà. Du moins ça va réduire les ardeurs d'aller à Barcelone pour un week-end. C'est peut-être ce type de réflexion qu'il faut qu'on ait. Absolument. Alors, et d'autres types de réflexions, oui, c'est juste. Mais je pense que l'une des choses qui est... Et pour les aéroports et les compagnies low cost, juste, c'est une des questions. Quel avenir vous voyez dans le contexte d'une discussion sur le climat? Si ça revient à l'agenda, les compagnies low cost, qui ont été d'ailleurs soutenues par la Suisse, etc., comme EasyJet. Alors, quel avenir vous voyez? Est-ce que... Le modèle d'affaires doit, si on prend au sérieux la transition énergétique et climatique, ce modèle d'affaires-là doit évoluer d'une façon ou d'une autre. Alors après, ça peut vouloir dire que peut-être que ces compagnies vont être soutenues pour pouvoir agir autrement et malgré tout être un modèle d'affaires qui est compétitif et rentable ou des choses de ce type-là. Mais il y a évidemment toute une réflexion à faire là autour. Moi, un des éléments que je trouve très intéressant dans cette crise, c'est qu'on pouvait avoir l'impression avant cette crise que l'idée de Tina, vous savez, le « there is no alternative », on ne peut pas faire autrement, l'économie doit fonctionner comme ça, toujours plus de croissance, etc. On ne peut pas faire autrement. Bah là, on a vu qu'on pouvait faire autrement. Alors, vraiment contre notre gré, on a fait ça contraint et forcé. Il ne s'agit pas de magnifier cela, mais c'est possible de faire autrement. Alors maintenant, je pense qu'il faut initier une réflexion de voir comment faire autrement, mais d'une manière volontaire. Comment essayer d'ériger ou de trouver une autre manière de faire, mais qui soit une manière qu'on veuille vraiment et pas qu'on subisse comme celle qu'on a eue vis-à-vis de la pandémie. Et pour revenir à la question du low cost, ça peut aussi vouloir dire comment on peut faire si on doit essayer de ne pas réduire drastiquement la mobilité des personnes. Est-ce que l'idée de la compensation carbone, qui moi m'apparaît quand même un petit peu un emplâtre sur une jambe de bois, si on veut bien acheter un arbre en Amazon et puis dire je vais passer un week-end à Barcelone et j'aurai la bonne conscience ou je ne sais quoi, ça me paraît un peu léger quand même. Mais il y a sans doute des modalités qui permettent de préserver la mobilité d'un côté, la démocratiser aussi, parce que c'est ça qui est important, il ne faut pas non plus que ce soit le privilège d'un petit nombre, et tout en prenant en compte la question de la transition climatique et énergétique. Mais c'est compliqué comme question, hein. Si on avait les réponses à ces questions... D'accord, comme il nous reste plus que quelques minutes, il y avait une question sur les cours à distance. Est-ce que vous pensez qu'ils ont avantagé des étudiants plus âgés qui ont un travail à côté et des responsabilités, voire une famille? Pensez-vous que leur organisation a été simplifiée? Et est-ce que ce n'est pas une bonne idée finalement pour certains types d'étudiants de pouvoir faire des cours à distance? Est-ce que ce n'est pas plus équitable, vous qui êtes professeur? Alors, moi je pense que beaucoup d'étudiants ont subi un certain stress. Ceci, comme l'a dit Jean-Michel, au cours à distance, parce qu'effectivement, vous n'avez pas tout à fait la même qualité. Parce que ça a été aussi un petit peu improvisé. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, même les professeurs, avec tout
la bonne volonté qu'ils y ont mise ont dû aussi quand même un petit peu improviser. Ce qu'il faudrait peut-être envisager pour que les cours à distance soient le plus efficaces possible, c'est qu'effectivement, il y ait peut-être des enregistrements au préalable avec un soutien ou plus d'interaction, que ce soit à travers Zoom ou d'autres plateformes, avec les étudiants pendant la période de cours. Donc il y a un échange quand même beaucoup plus substantiel avec les étudiants. Maintenant, est-ce que les personnes qui ont une famille ou un emploi ont été avantagées? Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de très différent. Je pense qu'on est tous différents face à la technologie. Donc il y a des personnes, moi-même, rester effectivement, comme l'a dit Jean-Michel, 8 heures face à un écran, ça me pose un certain problème. Donc il faut un petit peu bouger. Maintenant, voilà, il y a cette dimension du face-à-face qui est quelque part perdue avec la plateforme comme Zoom. C'est des choses qui se perdent et donc où on a moins d'attention. On sait que les gens perdent en attention par rapport à un écran que si vous êtes sur place. On a fait l'expérience, du moins mes collègues en GSM ont fait l'expérience avec les cours en live, le live streaming, avec des étudiants qui pouvaient faire le cours en streaming ou venir sur place, et voir ensuite l'effet sur leur performance à l'examen. Et effectivement, il semblerait qu'il y ait quand même malgré tout un effet suite à la possibilité d'avoir ces cours à distance. Oui. Et je crois que même un des résultats, c'est qu'il y avait des étudiants qui venaient sur place pendant l'auditoire en live et profitaient du streaming. Donc ils étaient complètement isolés, mais ils avaient aussi la possibilité d'interagir avec le prof. Oui. Donc c'est des résultats qui se mettent en place, qui sont intéressants. Je pense que le live streaming va aussi prendre de l'ampleur parce qu'effectivement, ça donne une autre forme d'interaction avec les étudiants. Mm-hmm. Oui, il va devoir l'apprendre puisque les auditoires seront partiellement réouverts très probablement à la rentrée. Oui. Donc on va devoir trouver des solutions de ce type-là. Oui. Et c'est sûr qu'il y a des formes d'inégalité des personnes vis-à-vis des cours à distance, c'est sûr. Oui. Je ne suis pas sûr que les facteurs qui étaient évoqués dans la question de notre interlocuteur étaient les facteurs les plus importants. Je pense que le fait d'avoir une famille peut être quelque chose qui peut être aussi très embêtant parce qu'on peut être dérangé pendant qu'on écoute le cours. Et moi, je me rappelle d'une expérience que j'avais faite à titre personnel où j'avais invité tous les étudiants à laisser leur micro ouvert. Au bout de 10 secondes, je leur ai dit de le fermer le micro parce qu'il y avait les bruits de fond qui étaient souvent des bruits d'enfants qui venaient totalement rendre le cours totalement impossible. Donc je pense qu'il y a des facteurs d'inégalité, bien sûr. Certains étudiants s'en sont mieux sortis que d'autres, les facteurs d'inégalité sociale. Je ne suis pas sûr que le fait d'avoir un emploi ou le fait d'avoir une famille étaient des facteurs qui étaient toujours et systématiquement favorables pour l'ensemble des personnes concernées. Très bien. Alors, merci beaucoup pour cet aperçu. On a réussi à couvrir quand même beaucoup de sujets en une heure qui est très vite passée. Merci à tous les participants et à leurs questions très intéressantes qui ont vraiment, finalement, animé la discussion tout au long. Donc, professeur Giovanni Ferroluzzi, professeur Jean-Michel Bonvin, Mireille Zaki, journaliste. On était invité par l'Uni de Genève, qui a donc un cycle de 3 conférences. On a eu cette conférence et les 2 prochaines, ce sera le 23 juin à 13h, impacts environnementaux et conséquences sanitaires, et le 25 juin à 13h, impact psychologique, parce que tout ça aussi, c'est lié finalement. L'économie peut être difficilement séparée, mais c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup et j'espère à une prochaine fois. Merci. Merci.